Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une affaire qui a marqué les esprits en 2019 aux abords de Dallas, au Texas. L'histoire débute dans un quartier résidentiel paisible, peuplé de familles de la classe moyenne, où tout le monde se connaît ou presque. On y croise des enfants jouant dans les jardins, des barbecues organisés chaque week-end et un voisinage qui veille les uns sur les autres. Au centre de ce décor à l'apparence idyllique se trouvait un couple que beaucoup considéraient comme exemplaire, et à leur côté, une amie de la famille, aussi chaleureuse qu'énigmatique. Je vous invite à soutenir mon travail en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. J'en serai très reconnaissante. Un an avant les événements tragiques, Elizabeth, que beaucoup surnommaient Liz, menait une vie en apparence parfaite. À 30 ans, elle travaillait comme chef de projet dans une grande entreprise technologique. On la décrivait comme énergique, investie et dotée d'un sens aigu de l'organisation. Ses collègues admiraient sa patience et son empathie, tandis que ses supérieurs appréciaient sa capacité à résoudre les problèmes sous pression. Sa vie personnelle semblait tout aussi épanouie que sa carrière, car elle partageait son quotidien avec James, 32 ans, agent immobilier reconnu dans le secteur, apprécié pour son enthousiasme et sa bienveillance. James avait le contact facile. Toujours à l'écoute de ses clients, il cherchait sincèrement à leur trouver le foyer idéal. Son sourire avenant et son optimisme mettaient tout le monde à l'aise. On disait souvent de ce couple qu'il était la preuve vivante qu'amour et réussite pouvaient aller de pair. Ensemble, Liz et James habitaient une maison confortable aux abords d'un lotissement cossu. C'était une jolie demeure à la façade de briques rouges, agrémentée d'une pelouse impeccablement entretenue. Leur espace intérieur était décoré avec goût, un mélange de modernité et de touches personnelles. Liz, passionnée de design d'intérieur et de bricolage, avait veillé à ce que chaque pièce respire à la fois le calme et l'harmonie. On percevait, dès le premier regard, l'effort investi pour créer un véritable cocon. Pour beaucoup de leurs amis, cette maison et la relation que le couple entretenait étaient une sorte de modèle rêvé. Au cours d'une soirée banale, Liz fit entrer dans leur vie commune une connaissance de longue date, Miranda. À 28 ans, Miranda possédait un charisme magnétique. Fine, de taille moyenne, elle laissait flotter ses longs cheveux châtains sur ses épaules et abordait généralement un sourire plein de douceur. Cette apparence presque angélique n'était jamais vraiment mise en question. Miranda se montrait serviable, riant facilement, toujours prête à tendre l'oreille. Pour Liz, cette jeune femme représentait bien plus qu'une amie. C'était la confidente qu'on appelle en pleine nuit lors d'une rupture, ou la conseillère à qui on demande un avis sincère sur une décision cruciale. Miranda apparaissait dans ce foyer de temps à autre. Elle demandait parfois l'hospitalité pour quelques nuits, notamment lorsqu'elle rentrait tard du travail ou traversait une dispute avec un homme dont elle parlait vaguement. La première fois qu'elle s'était installée sur leur canapé pour y dormir, personne n'y avait vu de mal. Liz était heureuse de l'aider. James, lui aussi, semblait n'avoir aucune objection. Il se montrait courtois et prêt à rendre service. Dans cette banlieue tranquille, on cultivait la solidarité. Héberger quelqu'un, surtout une amie proche, était perçu comme un beau geste. Personne n'aurait soupçonné la moindre machination dans cette cohabitation éphémère. Les premières semaines s'écoulèrent sans la moindre anicroche. Miranda participait volontiers aux corvées. Elle offrait même des cadeaux au couple, comme une bouteille de vin ou des fleurs, pour les remercier de leur générosité. Parfois, elle cuisinait des spécialités délicieuses le soir, racontait des anecdotes drôles et divertissantes. Lorsque Liz évoquait sa charge de travail stressante, Miranda trouvait toujours les mots justes pour l'apaiser. Lorsqu'un voisin passait pour discuter, Miranda les accueillait avec un sourire accueillant.
Personne ne se doutait qu'une autre facette d'elle se préparait à surgir. Au fil des mois, pourtant, Liz remarqua que la présence de Miranda se prolongeait davantage que prévu. Ce n'étaient plus de rares visites. Miranda donnait l'impression de s'installer de façon plus ou moins permanente. Elle prétextait des difficultés à trouver un nouveau logement ou mentionnait des conflits personnels graves qui l'empêchèrent de retourner chez elle. Liz, naturellement compréhensive, ne posait pas trop de questions. James restait poli, offrait parfois même à Miranda des conseils financiers. Après tout, il travaillait dans l'immobilier, connaissait les marchés locatifs et pouvait sans doute lui fournir de bons tuyaux. Miranda semblait se reposer de plus en plus sur la gentillesse de ce couple. Sans qu'on s'en aperçoive, elle s'était glissée dans l'intimité du foyer. Puis, des signaux d'alarme discrets firent leur apparition. Liz perdit un jour un peu d'argent liquide qu'elle gardait dans un tiroir du salon pour des dépenses courantes. Elle ne s'en formalisa pas immédiatement, imaginant qu'elle avait peut-être dépensé plus que prévu. Un autre soir, elle eut le sentiment que Miranda devenait un peu trop entreprenante avec James. Rien de concret, un regard qui semblait insistant, un rire trop enthousiaste à la moindre plaisanterie, une façon de se tenir proche de lui lors des discussions. Liz se réprima. Elle refusa d'entretenir la moindre jalousie. Après tout, Miranda était une amie, et James n'avait jamais donné lieu au moindre doute sur sa fidélité. Pourtant, une intuition désagréable s'infiltrait lentement dans l'esprit de Liz. C'est à l'aube de l'été 2019 que l'ambiance bascula. Liz rentra un soir plus tôt que prévu d'un dîner professionnel. Elle avait prévenu par message. « Je serai en retard, ne m'attendez pas pour le repas. » Mais la réunion s'était terminée plus vite. Alors, elle décida de faire une surprise à James, espérant partager un moment de calme en tête-à-tête. En ouvrant la porte d'entrée, Liz trouva la maison plongée dans un étrange silence. Elle posa son sac, traversa le couloir et sentit alors que quelque chose clochait. La porte menant au salon était entr'ouverte. La poignée portait des marques de griffures, comme si on l'avait brutalement forcée. Son cœur s'emballa. Elle appela James, mais aucune réponse ne vint. Elle avança en tremblant et découvrit son époux allongé sur le sol du salon, inconscient, le visage tuméfié et un filet de sang dégoulinant depuis sa tempe. Un choc la traversa de la tête aux pieds. La panique surgit aussitôt. Liz s'agenouilla, vérifia que James respirait encore, puis composa le numéro des urgences. Dans la confusion, elle remarqua l'absence de Miranda. Seules quelques affaires de celle-ci traînaient encore sur un fauteuil, un gilet et un petit sac à main vide, comme abandonnés dans la précipitation. Les portes étaient assez grandes ouvertes, les fenêtres aussi, laissant entrer la fraîcheur nocturne. L'ordinateur portable de James, habituellement posé sur le bureau, avait disparu, de même que certains classeurs concernant son agence immobilière. Des papiers jonchèrent le sol, visiblement dispersés à la hâte. Alors que Liz composait le numéro d'urgence, elle se rendit compte du vide étrange qui enveloppait la maison. Aucune trace de Miranda, pas même un mot d'explication. Lorsque les secours arrivèrent, accompagnés de la police locale, Liz était en état de choc. Elle tentait de nettoyer le sang sur le visage de James sans trop savoir comment réagir. James fut rapidement transporté à l'hôpital, dans un service de soins intensifs. Son état était préoccupant. Il souffrait d'un traumatisme crânien, de contusions aux côtes et d'autres blessures superficielles. Les médecins restèrent prudents quant au diagnostic, évoquant un délai de plusieurs jours avant de pouvoir le laisser sortir. Sur place, les policiers constatèrent des signes d'effraction, mais surtout le chaos dans le salon, suggérant un affrontement violent. Les enquêteurs, alertés par la disparition de Miranda, notèrent son nom comme personne à interroger d'urgence. Le lendemain matin, alors que Liz attendait des nouvelles de James à l'hôpital, les forces de l'ordre la contactèrent. Elle désirait lui poser des questions complémentaires,
car un premier constat inquiétant venait d'être établi. Le compte bancaire du couple avait été vidé dans la nuit. Les transactions bancaires révélaient des transferts massifs, opérés peu avant l'agression. Les enquêteurs, perplexes, soupçonnaient un acte prémédité. L'ordinateur et les dossiers immobiliers subtilisés chez Liz et James contenaient peut-être des informations critiques. Tout semblait désigner Miranda comme suspecte principale, d'autant plus qu'elle était introuvable et que la violence subie par James laissait penser à une vengeance ou à un règlement de compte. L'entrée en scène des enquêteurs, 2 officiers chevronnés, se fit sans tarder. L'un d'eux était une inspectrice réputée pour son sang-froid, ayant déjà résolu plusieurs affaires de grande ampleur où la manipulation psychologique tenait une place majeure. Son approche méthodique la poussait à examiner chaque détail de la scène de crime. Son adjoint, plus impulsif, préférait le contact direct avec les témoins, cherchant à provoquer des réactions sincères ou à déceler des contradictions. Ensemble, ils formèrent un duo complémentaire, bien décidé à découvrir la vérité sur cette histoire déroutante. Leur première mission consista à reconstituer précisément les faits de la soirée, en interrogeant Liz, en fouillant la maison de fond en comble et en se procurant toutes les images de caméras de surveillance du voisinage. Très vite, ils repérèrent qu'un enregistrement d'une caméra de sécurité, située chez un voisin d'en face, montrait une silhouette féminine sortir précipitamment de la maison du couple, tenant sous le bras un objet qui ressemblait à l'ordinateur portable de James, avant de démarrer une voiture inconnue pour prendre la fuite. Les images, malheureusement floues, laissaient tout de même supposer qu'il s'agissait bien de Miranda. Les enquêteurs procédèrent alors à un examen plus poussé du passé de cette femme et découvrirent que Miranda, au cours des 5 dernières années, avait successivement utilisé différents noms de famille. Chaque fois, elle se présentait sous un jour avenant, sympathisait avec des cercles de confiance, puis disparaissait après divers incidents financiers jamais élucidés. Il restait néanmoins difficile d'établir des preuves concrètes de ses agissements, car elle changeait régulièrement d'état pour effacer ses traces. À mesure que l'enquête avançait, une vérité inattendue commençait à émerger. Miranda connaissait James depuis l'université. À l'époque, selon les registres, ils avaient même participé à un projet d'investissement étudiant. James s'était déjà démarqué par ses talents de négociateur, tandis que Miranda cherchait désespérément un moyen de gagner de l'argent rapidement. De nombreux témoins d'alors affirmaient qu'elle avait perdu gros dans cette aventure, se retrouvant endettée pour des mois, voire des années. Certains murmuraient qu'elle rendait James responsable de son échec, l'accusant d'avoir profité de sa naïveté pour s'enrichir sur son dos. Cette rancune souterraine aurait pu expliquer le mobile de l'agression et du vol. D'autres hypothèses circulaient. Miranda jalousait-elle le bonheur conjugal de Liz et James? Cherchait-elle uniquement à se venger? Ou s'agissait-il d'un plan plus complexe, visant à ruiner la réputation de James et à tirer profit de son argent? Pendant que James se rétablissait peu à peu à l'hôpital, Liz se retrouvait en première ligne pour donner des éclaircissements aux inspecteurs. Elle raconta comment Miranda s'était immiscée dans leur quotidien, d'abord discrètement, puis de plus en plus intensément. Elle cita aussi les différences de comportement que Miranda avait eues avec James, parfois déférentes, parfois trop séductrices, parfois étrangement distantes. Les policiers prirent note de tous ces détails qui brossaient le portrait d'une manipulatrice déterminée et patiente. Liz avoua également avoir remarqué de petits vols chez elle, de l'argent liquide disparu et quelques bribes d'allusions inquiétantes que Miranda lançait, comme si elle cherchait à semer la discorde entre Liz et James. Dans le même temps, on entendit d'autres témoins, un collègue de Liz de son entreprise technologique, un voisin retraité, un groupe d'amis du couple. Tous confirmèrent la proximité croissante entre Miranda et James, mais
personne n'avait jamais imaginé un dénouement d'une telle violence. Quelques voisins confièrent avoir vu Miranda se disputer au téléphone devant la maison, parlant d'argent et proférant des menaces à peine voilées contre quelqu'un. Plus tard, Liz découvrit dans le porte-manteau de Miranda une liasse de vieux papiers portant différentes identités, ainsi que des reçus bancaires confirmant le retrait de fortes sommes. Ces éléments furent transmis aux enquêteurs, qui purent consolider le dossier à charge contre la disparue. Une autre piste s'ouvrit. L'inspectrice principale soupçonna l'implication d'autres complices potentiels. Pour réussir à pirater le compte bancaire de James en si peu de temps, il fallait une expertise particulière, ou au moins un soutien technique. On examina donc les relevés bancaires pour pister les transferts et on interrogea des informaticiens. Certains indices indiquèrent qu'une deuxième personne, voire une troisième, aurait pu intervenir. Mais l'investigation se heurta à un mur. Beaucoup de comptes étaient domiciliés hors de l'État ou sous de faux noms. L'aspect professionnel du vol renvoyait à des pratiques d'escroquerie organisée. Malgré tout, Miranda demeurait l'indiscutable chef d'orchestre, car elle seule avait accès de près aux documents de James et possédait l'occasion de le neutraliser au moment opportun. Tandis que l'enquête progressait, James revint peu à peu à lui. Affaibli et désemparé, il raconta qu'au cours de la soirée fatidique, Miranda s'était invitée à discuter dans le salon. Elle avait prétexté une urgence personnelle, se lamentant sur des problèmes financiers. Il se souvenait avoir proposé de regarder ses dossiers pour voir ce qu'il était possible de faire. Soudain, Miranda avait évoqué leur passé universitaire, puis l'accusé de l'avoir dupé. James lui avait répondu qu'il ignorait totalement la gravité de ses pertes, à l'époque, et qu'il n'avait jamais eu l'intention de la léser. La conversation s'était envenimée. Miranda, d'après ses souvenirs confus, l'avait frappé violemment à la tête avec un objet métallique, avant de continuer à le rouer de coups jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Avant de sombrer, il l'avait vaguement entendu marmonner des mots de reproche et de haine envers Liz, comme si cette vengeance ciblait aussi le bonheur conjugal dont James profitait désormais. Ensuite, trou noir. La révélation sur le passif universitaire et la rancune de Miranda expliquaient enfin le motif plausible du crime. Elle aspirait à détruire James, lui faire payer une prétendue dette morale. Cette hypothèse allait parfaitement avec les manigances découvertes dans ses différents déplacements à travers le pays et avec la disparition des fonds du couple. Il manquait toutefois un élément crucial. Où se cachait-elle désormais? Les enquêteurs contactèrent des forces de l'ordre dans les régions frontalières, soupçonnant qu'elle pourrait tenter de fuir vers le Mexique, surtout si elle disposait déjà de faux papiers. Des barrages furent érigés à certains postes frontières et des avis de recherche furent diffusés dans les aéroports texans. L'étau se resserrait. Mais Miranda demeura introuvable durant plusieurs jours, alimentant spéculation et angoisse. Liz, de son côté, se vit contrainte de gérer non seulement le traumatisme de l'agression de son mari, mais aussi la charge financière soudaine d'un compte en banque vidé. Son entreprise lui octroya un congé de quelques semaines pour qu'elle puisse se consacrer à sa famille. La police multipliait les interventions médiatiques, avertissant la population de ne pas accorder sa confiance à tout inconnu qui se présenterait comme une amie en difficulté. La communauté locale, choquée, se montra solidaire de Liz et James, leur offrant une aide matérielle et des dons pour supporter les dépenses médicales, en attendant que l'assurance prenne le relais. Dans un lotissement où tout le monde se pensait à l'abri, l'idée qu'une personne aussi proche ait pu se révéler si dangereuse jetait un froid glacial. Finalement, après une semaine d'angoisse, la nouvelle tomba. Miranda fut arrêtée à un point de contrôle à la frontière mexicaine. Les douaniers s'étaient méfiés d'un passeport qui semblait falsifié. Quand ils comprirent qu'il ne s'agissait pas de la photo d'une autre femme, mais de Miranda cherchant à dissimuler sa véritable identité, ils la placèrent
immédiatement en détention. Alertés, les enquêteurs se rendirent sur place pour la ramener à Dallas. Ainsi s'acheva la cavale de celle qui, quelques semaines auparavant, n'était aux yeux de Liz et James qu'une amie en quête de soutien. Le soulagement de Liz fut immense, mais la tempête n'était pas encore finie. En effet, le service du procureur prépara des chefs d'accusation lourds. Agression avec intention de causer des blessures graves, vol, fraude bancaire, usurpation d'identité et complicité d'escroquerie. Les charges s'accumulaient, dressant le portrait d'une criminelle à la fois déterminée et retorse. Durant les semaines qui suivirent, l'enquête se poursuivit pour démêler précisément l'étendue des fraudes financières orchestrées par Miranda. Des détectives spécialisés dans la cybercriminalité examinèrent les ordinateurs retrouvés dans le coffre de sa voiture, où figurait apparemment un ensemble de documents prouvant son implication dans divers coups montés. Cette saisie constituait un atout majeur pour l'accusation. Lorsque le procès s'ouvrit, la tension était palpable dans la salle d'audience. Du côté de l'accusation, on s'appuyait sur l'ensemble des preuves matérielles, enregistrements vidéo, relevés bancaires, témoignages de Liz, de James et de plusieurs témoins du quartier. S'y ajoutaient les pièces découvertes dans le véhicule de Miranda, établissant un réseau de faux comptes et de cartes de crédit volées. Du côté de la défense, un avocat commis d'office s'efforçait de dépeindre Miranda comme une femme brisée, victime de manipulations antérieures, souffrant de troubles psychologiques. Selon lui, elle aurait agi sous le coup d'une impulsion, emportée par une colère alimentée de longue date contre James. Le dossier, toutefois, semblait sans appel. Les multiples identités de Miranda, ses déplacements suspects d'État en État, la précipitation avec laquelle elle s'était enfuie en laissant James inanimé, tous ces éléments l'incriminaient lourdement. Pendant le témoignage de Liz, l'émotion fut à son comble. Elle raconta la soirée fatale, la découverte de James au sol et l'angoisse de ne pas savoir si sa vie était en danger. Elle confessa, la voix tremblante, avoir culpabilisé de n'avoir pas vu plus tôt la vraie nature de Miranda. Mais elle conserva sa dignité, répétant qu'elle croyait à la justice et qu'elle espérait simplement que ce cauchemar s'achève. James, encore marqué physiquement, appuya ses dires en décrivant l'attaque violente qu'il avait subie et en soulignant la froide détermination de Miranda. Il mentionna à la barre leur passé commun à l'université, expliquant qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer la ruine de qui que ce soit à l'époque, et qu'il ignorait même la gravité des pertes de Miranda. Son récit peignait le portrait d'un homme choqué par la haine inattendue d'une connaissance qu'il croyait, somme toute, peu proche. Le moment clé du procès fut la présentation d'expertises psychologiques. Un médecin mandaté par l'accusation expliqua que, malgré des indices de personnalité borderline, Miranda était pleinement consciente de ses actes et démontrait une capacité remarquable à duper son entourage par un savant mélange de charisme et de victimisation. La défense tenta de faire valoir un passé traumatique, affirmant que Miranda avait subi des violences dans son enfance, ce qui aurait pu l'amener à développer un comportement de survie extrême. Mais la gravité des faits et l'existence de preuves incriminantes réduisirent à néant l'hypothèse d'un simple coup de folie. Les délibérations du jury furent relativement courtes. Après quelques heures, le verdict tomba. Miranda fut déclarée coupable de toutes les charges retenues contre elle. La juge prononça une peine d'emprisonnement longue, assortie d'une obligation de dédommager financièrement Liz et James pour les pertes subies, même si la probabilité de récupération de leurs fonds restait faible. Le soulagement, mêlé d'amertume, emporta la salle. D'un côté, l'injustice et la brutalité des faits trouvaient un écho dans une condamnation ferme. De l'autre, on ne pouvait effacer les semaines de terreur et les séquelles psychologiques infligées à ce couple jadis si serein. Au terme de ce procès, la ville retrouva son calme habituel.
mais personne n'oublia la leçon. Même un visage familier peut dissimuler les dessins les plus sombres. Les proches de Liz et James se regroupèrent pour leur apporter un soutien moral. Un ami proche leur proposa une aide juridique pour accélérer les démarches d'assurance. Un collègue de Liz mobilisa ses contacts pour trouver des opportunités de financement temporaire, permettant au couple de régler les frais médicaux sans trop de dettes. Les voisins, témoins de l'affaire, se rapprochèrent, organisant parfois de petits rassemblements pour prouver qu'ils pouvaient encore faire bloc face à l'adversité. Dans le quartier, la solidarité était renforcée, mais l'innocence des lieux était brisée. James se remit de ses blessures, mais conserva des cicatrices. Sur le plan émotionnel, il lutta un moment contre un sentiment de culpabilité. Il s'en voulait d'avoir sous-estimé la rancune de Miranda et de ne pas avoir protégé Liz contre la tromperie. Liz, quant à elle, dut vaincre sa propre honte. Elle se reprochait de n'avoir pas perçu le danger et de l'avoir même invitée sous leur toit. Pourtant, le couple parvint à dépasser cette épreuve, en s'appuyant sur leur amour et en suivant une thérapie de groupe pour victimes d'escroquerie et de violences conjugales. Cette démarche leur permit de partager leur expérience avec d'autres personnes ayant traversé des situations similaires. Ils comprirent que la manipulation peut prendre de nombreuses formes et frapper n'importe qui, même les âmes les plus bienveillantes. Au fil des mois, Liz et James réussirent à reconstruire peu à peu leur existence. Leur assurance, d'abord réticente, finit par reconnaître l'existence d'une clause de vol et d'attaque à domicile, grâce à laquelle ils purent récupérer une partie des biens perdus et entamer de nouvelles démarches pour consolider leurs finances. James, animé par une volonté de se relever, investit davantage d'énergie dans sa société immobilière, où il mit en place un système de sécurité plus robuste pour protéger les informations de ses clients. Liz, avec l'appui de sa hiérarchie, s'investit dans la prévention des arnaques par ingénierie sociale au sein de son entreprise, espérant que son témoignage puisse protéger d'autres victimes potentielles. Le souvenir de Miranda persista dans la mémoire collective du quartier comme une présence spectrale. Ceux qui l'avaient côtoyée se questionnèrent. Comment cette femme, qui paraissait si gentille et généreuse, avait-elle pu passer autant de temps à planifier une vengeance si glaçante? Certains évoquaient des discussions qu'ils avaient eues avec elle, relevant rétrospectivement des zones d'ombre ou des incohérences. D'autres ressassaient le fait qu'il est si facile de tomber sous l'influence d'une personnalité manipulatrice qui sait vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Le sujet devint un rappel permanent de la complexité des rapports humains et du fait que, parfois, les plus belles apparences peuvent masquer de terribles intentions. Les années suivantes, Liz et James ne cachèrent pas les difficultés qu'ils rencontrèrent pour restaurer leur confiance mutuelle et leur foi en l'amitié. Pourtant, ils tinrent bon. Leur mariage, loin d'être détruit, en sortit même renforcé, consolidé par la certitude qu'ils pouvaient s'entraider face à la pire des trahisons. Leur entourage les soutint, et au fil du temps, ils purent reprendre le cours d'une vie plus apaisée, même si, de temps à autre, un article de presse rappelait l'histoire de Miranda et des autres personnes qu'elle avait flouées. En repensant à ces jours sombres, je me dis que la vie réserve parfois de rudes épreuves, mais qu'on peut toujours en tirer des enseignements. Merci d'avoir écouté mon récit jusqu'au bout. J'espère de tout cœur que vous avez trouvé cette affaire aussi fascinante qu'intrigante. Je vous avoue ressentir beaucoup d'émotion à l'idée de partager un tel drame et de mettre en lumière la force dont Liz et James ont dû faire preuve pour se reconstruire. Aujourd'hui, je suis heureuse de conclure ce témoignage sur une note d'espoir, car ils ont surmonté ensemble des obstacles que peu auraient su affronter avec autant de courage. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin, et je vous invite à poursuivre l'aventure avec d'autres récits disponibles sur cette chaîne. J'ai encore tellement de cas réels à partager,
toujours avec la même passion pour la recherche de la vérité. N'hésitez pas à parcourir les autres vidéos, elles pourraient vous réserver des surprises. J'apprécie infiniment votre présence et votre soutien, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires vraies de crime.